Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va parler des deux relations toxiques que j'ai connues. Il s'agit d'un simple témoignage de mon vécu pour faire le point sans prétention. Ce n'est pas un dossier de psychologie. Je considère ainsi avoir connu deux relations toxiques. La première était la conspi, dont j'ai déjà pu faire référence une ou deux fois sur la chaîne et que j'ai quitté en début 2015. Dans les deux cas, il s'agissait de deux femmes. Dans les deux cas, ça a duré 3 ans. Et dans les deux cas, c'est moi qui ai fini par arrêter la relation. Dans les deux cas, après plusieurs tentatives. La deuxième rupture a provoqué du harcèlement et de la diffamation que je subis depuis désormais 1 an. Cela fait 1 an que mon ex et ses amis cherchent à me détruire. Cela a commencé dès le lendemain de la rupture et même avant d'ailleurs. Je l'ai plaqué dans la nuit du 11 au 12 juillet et dès le lendemain matin, j'ai reçu le message d'un de ses amis qui souhaitait me voir crever car j'aurais eu tort de la plaquer. Arrêter cette relation qui me faisait souffrir a donc fait de moi la cible de messages de haine de ses amis qui veulent la venger car visiblement le droit d'arrêter cette relation n'était pas un droit pour moi. Demandez-vous qui est la victime de qui. J'ai dit que le harcèlement a commencé avant la rupture, car avant cela, mon ex faisait circuler la rumeur que je serais un homme violent et qu'elle était en danger avec moi parce que, une fois, en 3 ans, j'ai tapé du pied contre un meuble. Ça a été une des raisons de la rupture, ce qui, je pense, est plutôt bon signe. Elle racontait des choses fausses sur moi pour me nuire et donc je l'ai plaquée. Je n'ai pas cherché à la réprimer, à la contrôler, ni même à répandre d'autres rumeurs contre elle pour la discréditer. Bref, ce que ferait quelqu'un de toxique, non, je l'ai juste plaquée parce qu'elle voulait me nuire. Précisons tout de suite qu'une personnalité toxique n'est pas un génie du mal, ni même un monstre, et souvent, bien entendu, elle ne se rend même pas compte d'être toxique. Elle considérera même très souvent être la victime. Précisons aussi que personnalité toxique, bon, d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vague, mais c'est toujours mieux que des termes pseudo-scientifiques comme pervers narcissique, qui nous vient de la psychanalyse, ou encore des termes psychiatrisants comme sociopathe, qui ne servent qu'à discréditer et déshumaniser et ne sont pas le résultat d'un diagnostic sérieux réalisé par un professionnel. Pour la même raison, je ne parlerai pas non plus d'emprise psychologique, car c'est un vrai phénomène et pas une astuce rhétorique, ni une facilité de langage pour décrire n'importe comment, n'importe quoi. Là encore, je laisse ça aux professionnels avec une vraie méthode. De plus, une personnalité toxique aura souvent un vécu difficile, de lourds complexes, des traumas qui ne sont pas soignés. Des deux que j'ai connus, la première était une femme battue qui s'est enfuie de son mari violent avec ses 2 enfants sous le bras pour galérer pendant des années. La seconde était une victime de viol avec une maladie handicapante, dégénérative et de sérieux complexes physiques. C'est important de bien le garder à l'esprit pour ne pas éprouver de la haine contre une personne toxique. La personnalité toxique est une victime qui s'est orientée vers une méthode de survie à court terme qui n'est pas la bonne, ni pour elle, ni pour son entourage. On peut rencontrer une personnalité toxique sans forcément sortir avec. Ça peut être un ami ou un collègue, un parent, mais dans mon cas, il s'agissait de relations entre guillemets amoureuses. Je dis entre guillemets car, commençons par ça, ce que j'ai constaté dans les deux cas, c'est une dépendance affective qui se fait passer pour de l'amour. La dépendance affective consiste à avoir besoin d'être constamment rassuré sur les sentiments de l'autre, à avoir constamment besoin de la présence et de l'attention de l'autre, tout en mettant la relation sur un piédestal. Et tout ce qui ne va pas à ses yeux dans la relation devient une catastrophe. Par exemple, pour la seconde relation, nous avions une relation à distance et on communiquait chaque jour sur Internet. Il suffisait alors que je ne lui réponde pas pendant 24 heures pour que ce soit considéré comme un problème qui nécessite une explication. Il a alors fallu que je lui fasse comprendre que des fois, j'ai besoin de rester dans mon coin, et alors en acceptant cela, elle a considéré faire un effort pour moi, qu'elle s'adaptait à moi. Et je devenais ainsi non seulement redevable, c'est-à-dire la personne pour qui on fait des efforts, mais aussi celui qui est un petit peu chelou. J'étais alors poussé à me considérer comme bizarre et exigeant quelque chose de l'autre, que l'autre s'adapte à moi, ceci juste pour avoir besoin, une fois tous les 2 mois, de quelques jours sans sollicitation. Je me souviens quand j'avais 20 ans, je sortais avec une meuf qui un jour m'a dit « on n'est pas obligé de se voir tous les jours ». Et c'était vrai. Et je me suis rendu compte que peut-être je la sollicitais trop. Évidemment, si vous vivez ensemble, dans le même appartement, la même maison, ne pas se parler pendant 2 jours, bon, ça peut être bizarre. Mais dans le cas contraire, c'est normal. Avec la dépendance affective, les critères de normalité sont complètement décalés. De plus, la personne cible de la dépendance affective est contrainte à supporter une grande responsabilité.
Par cette dépendance affective, la relation est ainsi sacralisée. Les deux personnalités toxiques que j'ai connues étaient plus âgées que moi. La première avait 20 ans de plus que moi et la seconde 6 ans. Et j'ai remarqué dans les deux cas une sacralisation de notre relation. Je devais être le dernier homme de leur vie. Je me souviens très bien comme la première répétait régulièrement qu'elle n'avait plus le temps. Il fallait qu'elle trouve un homme pour terminer sa vie avec. Je pense que l'âge est un facteur aggravant, mais ça ne fait pas tout. On peut avoir 20 ans et être dans cette conception des choses où on cherche là ou le partenaire pour toute sa vie. Pour la première relation, elle a considéré sa fin comme une perte de temps, un échec, que je lui aurais fait perdre 3 années de sa vie, comme s'il y avait une espèce d'investissement en temps sur l'avenir. Pour la seconde relation, après la rupture, elle m'a dit plusieurs fois comme elle était déçue que ça se termine comme ça, parce que d'après elle, nous avions, je cite, bâti quelque chose, et que s'arrêter là, c'était du gâchis. Là encore, et c'est toujours de la dépendance affective, on a le refus d'accepter qu'une relation puisse se terminer, on a le refus d'accepter qu'une relation qui se termine, ça peut être une expérience. Non, c'est considéré comme un échec et une perte. Je pense qu'on peut y voir une escalade d'engagement, ce biais qui fait qu'on aura tendance à toujours plus s'engager dans une mauvaise direction au prétexte qu'on s'y est déjà beaucoup investi. C'est un critère qui fait qu'il est difficile de se séparer d'une personne considérant la relation comme un investissement et sa fin comme une perte sèche, car plus on attend et plus ça sera difficile d'arrêter. Ainsi, vous auriez tort, je pense, de me juger trop facilement en me reprochant d'avoir tardé à arrêter ces relations. J'ai essayé plusieurs fois. Dans les deux cas, j'ai réussi à arrêter ces relations dysfonctionnelles en devenant brutal. Pas violent, mais sec. J'ai alors subi beaucoup de pression psychologique pour me culpabiliser. Je pense que la culpabilisation est un point important dans la manipulation, car la personnalité toxique vous veut du bien, et vous devez ainsi lui en être redevable sous peine d'être le méchant de l'histoire. Pour donner un exemple, je me souviens d'une fois qui m'a marqué avec ma première ex-toxique. J'étais chez elle et elle me dit « Je t'ai apporté tes bières, mon chéri ». Avec les bières en question, donc. Je n'avais pas envie de boire ce soir-là, donc je lui dis « C'est gentil, mais j'ai pas envie de boire ». Et là, elle me fait une scène. « Tout ce que je fais, c'est jamais assez bon pour toi. Tu es si dur avec moi. Quoi que je fasse, ça ne va jamais. Je voulais juste te faire plaisir, etc. etc. » Et ainsi, je suis devenu responsable de sa souffrance. J'ai été coupable de ne pas avoir accepté ce qu'elle voulait de bien pour moi, ou plutôt me l'imposer. La seconde ex-toxique utilisait la même méthode, mais avec par exemple les lettres manuscrites qu'elle m'écrivait. J'étais alors obligé que ça me fasse plaisir parce qu'elle écrivait ses lettres pour montrer comme elle pense à moi. Et comme ce n'était pas trop mon délire de lire des pages et des pages de mièvrerie, je devenais responsable de sa souffrance, que ça ne me fasse pas plaisir. Vous allez peut-être trouver ces deux anecdotes sans grande conséquence, mais cumulées à un ensemble d'autres comportements de ce type, quand vous avez une accumulation de détails, vous obtenez une atmosphère irrespirable, une source perpétuelle de conflits. La relation toxique se fonde sur une accumulation de détails, ce qui fait d'une part qu'il est difficile de s'en rendre compte car on s'y enlise petit à petit, et d'autre part il est difficile de dénoncer ça car aux yeux du reste du monde, ce ne sont que des détails et on passe pour un fou. La personnalité toxique et ses amis pourront alors très bien se moquer de vous, tourner tout ce que vous dites en ridicule, dire que vous êtes dingue et que vous partez dans des délires à partir de détails insignifiants, que vous êtes paranoïaque, etc. etc. Bref, vous allez être constamment sur vos gardes pour ne pas blesser la personnalité toxique qui alors vous oblige à accepter tout parce que c'est pour votre bien. Ainsi, c'est elle qui décide ce qui doit te faire plaisir sous peine d'être responsable de sa souffrance. C'est aussi une manière de te contrôler, de te dominer. Pour ne pas être son bourreau, tu te laisses dominer. Dans ces deux relations, il y avait constamment cette idée de leur être redevable. La personnalité toxique fait des efforts pour vous, même si vous ne lui avez rien demandé, même si vous n'avez pas le choix de refuser ce qu'elle fait pour vous. Je pense que c'est une des séquelles que ces relations m'auront laissé, me méfier des gens qui veulent me rendre service. Car il est trop facile de faire quelque chose pour quelqu'un quand cette personne ne t'a rien demandé, pour ensuite exiger que ce soit mutuel. Mais comme c'est très subtil, que c'est difficile à expliquer, la personnalité toxique vous fera facilement passer pour un connard qui profite d'elle. La personnalité toxique, par contre, elle, c'est une bonne personne. Des quelques femmes que j'ai connues, celles qui se considéraient comme de bonnes personnes étaient également les deux toxiques. Quand je dis se considérer comme de bonnes personnes, je veux dire par là le revendiquer. C'est-à-dire que régulièrement, se définir soi-même par des qualités. Tout le monde se considère comme quelqu'un de bien, mais tout le monde ne va pas forcément le dire.
Pour mes deux expériences, ces personnalités toxiques se revendiquaient régulièrement de qualités qu'on dit humaines, c'est-à-dire sociales et émotionnelles, en particulier l'empathie. Les deux se considéraient comme des personnes sensibles, à l'écoute de leurs prochains, toujours prêtes à aider les autres, et surtout que ça faisait leur malheur, parce que les gens en profitaient et ne lui rendaient pas tout le temps et l'énergie qu'elle prenait pour eux. Vous voyez ici toujours le même schéma de manipulation. Je fais des choses pour les gens, ils doivent alors m'en être redevables. Si ce n'est pas le cas, je suis une victime. Quand j'avais réfléchi à cela, après la fin de ma première relation toxique, j'en avais parlé à une amie et j'avais appelé ça le syndrome de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui rachète les péchés de l'humanité en souffrant pour elle sur sa croix. La personnalité toxique souffre d'être trop bien pour ce monde. Mais contrairement à Jésus, la personnalité toxique ne pardonne rien. Ma première ex toxique avait pour habitude de toujours remettre sur le tapis des sujets de dispute précédents à chaque nouvelle dispute. Il fallait alors à chaque fois tout reprendre de zéro alors que c'était censé être fini. Mais en plus de cela, au fil des mois, au fil des ans, les détails de tel ou tel sujet de discorde changeaient un peu à chaque fois qu'ils étaient relancés. Non seulement il fallait à nouveau essayer de trouver un terrain d'entente sur un sujet déjà maintes et maintes fois débattu, mais en plus, avec la charge supplémentaire de trouver un terrain d'entente sur ce qui avait été rajouté et de séparer le vrai du faux, de séparer l'original de ce qui était rajouté. Ça s'appelle le gaslighting. Je vous mets le lien wiki dans la description. Ça consiste à changer petit à petit la réalité en modifiant sans cesse et de plus en plus l'information, avec pour conséquence de contrôler la réalité de sa cible et de lui faire douter constamment de ce qu'elle croit savoir. Voici un exemple, une ex toxique me reproche d'avoir soi-disant accusé ses potes de validisme, il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Mais quand on creuse, quand je lui dis que ça ne me correspond pas trop, on a une nouvelle version où elle dit que je leur aurais demandé de l'attendre. Et elle rajoute à cela un ad hominem, évidemment. On a donc une situation sans intérêt, un mec demande à d'autres d'attendre sa meuf, rien de mal là-dedans, et c'est déformé pour devenir « tu les as accusés de validisme », c'est-à-dire « t'es un sale donneur de leçons, arrogant, etc. » La personnalité toxique est capable de transformer une situation normale en quelque chose de mal dont vous seriez coupable. Et évidemment, plus c'est vieux, mieux c'est. La personnalité toxique n'éprouve ainsi aucun pardon, elle ne passe jamais à autre chose, ce qui permet de modifier sans cesse les reproches. Tout ce qu'elle peut vous reprocher, et de préférence en déformant, elle vous le reprochera toujours, dès que l'occasion se présente, et même si vous pensiez avoir trouvé un terrain d'entente ou juste que de l'eau avait coulé sous les ponts. De plus, tout ce qui pourrait remettre en question l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes d'être de bonnes personnes devient une catastrophe émotionnelle. J'ai vu les deux pleurer qu'on puisse remettre en question leur qualité humaine. Une anecdote qui m'a marqué avec la seconde relation toxique, c'est une fois où je lui ai dit que j'en avais marre de ses reproches constants. Et je lui ai dit que moi je me comporte pas comme ça avec elle, à constamment lui reprocher des trucs. Elle m'a alors répondu « Et qu'est-ce que tu aurais à me reprocher ?» Cela m'a marqué, d'une part parce que j'ai eu l'impression que pour elle, il n'y avait rien à répondre, comme si lui reprocher des choses n'était pas concevable. Et d'autre part, parce que je suis resté sans un mot. Non pas parce que je n'aurais rien à lui reprocher, mais parce que je n'en ai pas eu l'envie, ni même le réflexe. Sauf qu'à extrême, j'ai tendance à prendre les gens comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, avec leur personnalité. Sur la chaîne, je critique des idées et des raisonnements, mais pas des traits de caractère, sauf là encore qu'à extrême. Mais la personnalité toxique ne vous prend pas comme vous êtes et elle ne vous laisse pas si vous ne lui convenez pas. Non, elle veut vous façonner comme elle voudrait que vous soyez, et surtout de façon absurde. La seconde personnalité toxique me reprochait par exemple d'être sarcastique. Alors que bon, quand tu commences à sortir avec un satiriste que tu as connu grâce à ses sarcasmes, c'est peut-être un peu déplacé de lui reprocher d'avoir une personnalité sarcastique. Mais surtout, et c'est là que ça devient particulièrement vicieux, la personnalité toxique veut que vous changiez, mais sans vous laisser la possibilité de changer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous adapter à ce dont elle vous reproche. Quoi que vous fassiez, vous avez tort. La personnalité toxique va ainsi souffler le chaud et le froid. Par exemple, la seconde m'a reproché de ne pas être assez affectueux, de ne pas lui faire assez de câlins. Mais quand je lui en fais, j'ai eu alors le reproche d'avoir quelque chose à lui demander, ou de marquer ma propriété, parce que c'est bizarre, d'habitude, je ne suis pas affectueux. Que je le sois ou pas, dans les deux cas, je suis coupable.
D'un côté, elle te reproche de la traiter comme un vulgaire plan cul, qu'elle soit là juste pour te satisfaire sexuellement avec du cul livré à domicile, et en même temps, tu ne lui fais pas assez l'amour. Le schéma de la souffrance perpétuelle est allé jusqu'à une situation incroyable. Je suis désolé d'aller dans le sordide, mais j'en ai marre de tout garder pour moi par peur qu'on cherche à m'écraser. Avec ma seconde relation toxique, il y a eu une période où régulièrement elle se faisait souffrir que je n'ai pas d'orgasme. Imaginez, vous êtes en train de faire l'amour et votre partenaire est satisfaite, ça commence à durer, vous dites que bon, allez, on se laisse aller, et ça vient pas. Bon, ça arrive, hein. Alors vous vous concentrez sur ce que vous ressentez, et là, elle dit « Je ne te fais pas jouir. Je n'arrive pas à te satisfaire, je suis trop nulle. » Et elle se met à pleurer. Bon, forcément, là, ça va pas venir. J'étais ainsi devenu responsable de sa souffrance parce que je n'avais pas joui. J'ai du mal à me rendre compte à quel point c'est extraordinaire et malsain d'en arriver là. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu des pressions sexuelles de ces deux partenaires. La seconde m'ayant agressé sexuellement, la première m'ayant violé selon certains critères avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je pense que normalement, quand vous avez envie de quelqu'un, déjà vous faites en sorte de lui faire comprendre votre envie. Et ensuite, si besoin, vous essayez d'éveiller son désir. Pour mes deux expériences, la seconde option n'était pas envisageable. Systématiquement, leur méthode consistait à faire des reproches, c'est-à-dire à exiger verbalement que je prenne l'initiative d'initier une relation sexuelle. C'est-à-dire des pressions psychologiques pour que le sexe devienne une obligation morale et de ma responsabilité. Évidemment, quand on te dit que quand même tu pourrais faire un effort pour me faire l'amour, on ne le fait pas assez, que quand même je suis pas là souvent, etc., ça donne pas envie, hein, et ça résout pas le problème. Ce n'est pas de la communication pour résoudre un problème et se mettre sur la même longueur d'onde, c'est uniquement du conflit qui engendre du conflit. Car la personnalité toxique est en conflit perpétuel, mais ce n'est pas forcément explicite, hein, c'est même le plus souvent très subtil. Il s'agit de petites piques ou de légers manques de respect des limites de l'autre. Plein de petits détails subtils de telle façon que la victime s'en rende compte, mais ne puisse pas le dénoncer sans passer pour folle. Quand vous commencez à faire des liens entre plein de petites anecdotes pour expliquer un schéma global, tout est lié. Forcément, vous avez l'air d'un complotiste complètement barré, hein, du moins du point de vue des gens qui n'ont jamais vu que ça, et qui vont se dire que c'est un truc de cassos, que ça n'arrive qu'aux autres, ou qu'il délire parce qu'il est fou. Ma première ex-toxique remettait régulièrement en cause ma sexualité. Comme souvent avec les relations toxiques, on rassemble les morceaux du puzzle après coup, hein. Et vers la fin de notre relation, elle m'a dit qu'un jour, au début, un homme lui avait raconté m'avoir vu me faire sucer par un mec derrière un bar. C'est alors que j'ai réalisé que pendant des années, elle m'a fait des réflexions homophobes. Je ne pouvais pas me regarder 2 secondes dans un miroir sans qu'elle me dise « t'es pire qu'une fille ». Je ne pouvais pas m'éloigner en soirée avec un ami pour discuter sans qu'elle fasse une scène en imaginant qu'on était parti s'enculer. Je cite. Et plein d'autres choses du même acabit. Ma seconde ex-toxique est allée jusqu'à m'accuser publiquement d'être un bisexuel refoulé. Les gens qui s'y connaissent un petit peu verront assez facilement se mettre en place les schémas de l'hétéronormativité toxique. Le chaos du conflit perpétuel, des injonctions contradictoires, se cumulent. Et il m'a écrit cette phrase. Le chaos du conflit perpétuel, des injonctions contradictoires, se cumule aux attaques psychologiques. La pression psychologique est également contradictoire, hein. Là encore, on souffle le chaud et le froid. D'un côté, la personne dominée est valorisée, hein, pour qu'elle reste avec la personne dominante, et de l'autre, elle est dévalorisée pour maintenir la domination. Ma première ex-toxique le faisait un petit peu, mais très mal, mais elle se servait beaucoup de notre différence d'âge. À la fois, j'étais plus mature qu'elle, et donc heureusement que j'étais là pour apporter de la maturité dans notre relation, et en même temps, je n'étais qu'un enfant sans expérience de la vie, et donc mon opinion n'avait pas une grande valeur. Ceci en réponse quand je lui expliquais que, par exemple, il était peu probable que les pyramides étaient l'œuvre d'extraterrestres reptiliens. Donc évidemment que je sois plus jeune qu'elle était un contre-argument très valide, hein. Ma seconde ex-toxique le faisait beaucoup plus, hein, car plus intelligente. À la fois mon travail d'auteur est génial, et en même temps je ne suis personne, donc je n'ai pas à me cacher, ceci dans le but de ne pas respecter ma vie privée. Quand on pense à une relation toxique, on pense bien sûr à la jalousie possessive, je l'ai constaté dans les deux cas. Pour ma première expérience, elle considérait que la jalousie est une preuve d'amour.
Ce qui déjà faisait qu'elle me cassait les couilles, hein, mais aussi exigeait que je lui casse les couilles. Je ne suis pas un mec jaloux, hein, ou en tout cas je ne vais pas l'exprimer. Hein. Je peux ressentir un sentiment de jalousie, bien entendu, mais je vais le garder pour moi. Mais pour elle, c'était la preuve que je ne tenais pas à elle. Régulièrement, elle me reprochait de ne pas la contrôler. C'est allé jusqu'à un point où elle m'a menti en prétendant m'avoir trompé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a menti en disant avoir couché avec un autre. Juste pour que je m'énerve hein, et que je montre que je tiens à elle selon ses critères. Je savais très bien qu'elle mentait. Hein, quand on connaît quelqu'un, quand on sort avec, il y a un moment, ça se voit, les mensonges. Je me suis donc énervé, mais je me suis énervé qu'elle m'ait menti. Hein, et je lui ai dit quelque chose de très violent qui l'a fait pleurer. Et je me suis excusé, mais en lui disant quand même qu'elle abusait. Un autre exemple, on se prépare à sortir et elle arrive dans une tenue très sexy en me demandant « Est-ce que ça te va comme tenue ?» Alors je réponds « Oui ». Sous-entendu, bon, tu t'habilles comme tu veux. Hein. Et elle me regarde d'un air déçu, comme s'il fallait que je la contrôle. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu. Tout ceci, à nouveau, est très patriarcal. Hein. Toutes ces normes nous pourrissent la vie et pourrissent nos relations sociales. Pour ma seconde expérience, c'est plus subtil, hein, car elle s'est servie de ma culpabilité. En effet, je l'avais, d'après elle, virtuellement trompée, hein, en faisant des sextos avec une autre. Bon, c'est nul, hein, c'est minable, c'est pas glorieux, d'accord. Déjà à ce moment-là, elle m'a menacé de me call-out, de me dénoncer publiquement pour ces sextos. Ce qui était ridicule, hein, mais ça montre bien comme le call-out peut être un outil pour faire du chantage. Elle a alors essayé de me faire chanter, j'ai reçu des pressions exigeant que je m'excuse sous la menace d'être dénoncé publiquement. Évidemment, je n'ai pas pris ces menaces au sérieux, hein, car 3 trentenaires qui se prennent la tête pour une histoire de sexto, ça fait pas très sérieux. Quoi qu'il en soit, la personnalité toxique va également projeter ses propres valeurs sur les autres. Toi qui subis la jalousie, tu deviens à ses yeux le vrai jaloux, et donc elle la victime. Pour la première personnalité toxique, un jour, un de ses amis de longue date, homme, était de passage, il avait besoin d'un logement, il a dormi chez elle. Bon, plus tard, je suis chez une amie, le sujet arrive dans la conversation, et cette amie me dit avec étonnement « Ah, tu l'as laissé dormir chez elle, toi qui pourtant es jaloux ». Je n'ai pas compris d'où ça sortait, d'ailleurs la preuve en est que ce n'est pas très cohérent. Hein. Mais avec le recul, j'ai compris que cette femme jalouse possessive me faisait passer aux yeux des autres comme un mec jaloux. La seconde m'a fait exactement le même coup. Hein. Quand on s'est connus, elle était mariée, alors que je l'ignorais. Elle m'a caché son mari pendant 1 an et bien entendu m'a caché à son mari. Alors aujourd'hui, elle se prétend loyale, honnête, fidèle, hein, mais ça évidemment, cette partie-là, elle ne s'en vante pas. Un jour, elle me l'a révélé, hein, qu'elle est mariée et qu'elle habite chez son mari, et donc à partir de ce moment-là, je savais qu'elle vivait chez un autre homme. Ça ne me posait pas de problème car je lui faisais confiance. Nous avions une relation à distance et elle pouvait boire des coups au bar avec d'autres hommes. Ça ne me posait pas de problème non plus car je lui faisais confiance. Elle pouvait dormir un week-end chez un autre homme, son meilleur ami, à l'autre bout de la France. Ça ne me posait toujours pas de problème. Malgré tout cela, elle a réussi à me faire passer aux yeux des gens qui veulent bien la croire pour un mec jaloux et possessif, et elle pour ma victime. Quoi qu'il en soit, quand j'ai trompé virtuellement ma seconde partenaire, celle qui m'a caché son mari pendant 1 an, donc, elle m'a quitté, puis elle est revenue de son initiative et elle a serré la vis. Elle s'est mise à devenir très méfiante et à me contrôler. Quand je regardais mes commentaires ou mes messages privés, elle était à côté de moi et elle vérifiait, elle demandait « mais qui c'était celle-là? Est-ce que tu la connais? Elle n'a pas l'air un peu chelou? Est-ce que… » Ce genre de choses, hein, et comme je n'avais rien à me reprocher, ça ne me dérangeait pas, mais le fait est que j'étais constamment sous contrôle. Ainsi, chaque femme avec qui je parlais de près ou de loin, chaque femme qui commentait dans mes commentaires, devenait une rivale, hein, ce qui limitait drastiquement mes interactions sociales. La première, non, elle ne faisait pas ça, mais la seconde personnalité toxique a beaucoup participé à mon isolement social. J'ai déjà pu en parler, présenter mes preuves, mais entre-temps, d'autres choses se sont révélées, donc je vais rajouter d'autres preuves de ma bonne foi. Voici un message privé où mon ex toxique me dit explicitement qu'elle a tenté de me rapprocher de ses amis et que ça n'aurait pas fonctionné par ma faute. Bon. Voici 2 messages d'un de ses amis dont elle parle, hein, son meilleur ami en l'occurrence, donc qui ne la soutient pas par bonté d'âme. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on n'a plus d'interaction depuis des années.
En dehors du mépris que tu m'inspirais quand il fallait que j'aide cette femme à reconstruire son ego après tout ce que tu brisais, etc. Le double jeu est ici évident. D'un côté, elle me présente comme un monstre méprisable à ses amis, faisant que ses amis s'éloignent de moi et donc m'isole. Et de l'autre, elle se montre, à mes yeux, comme quelqu'un qui veut me sortir de l'isolement. Elle devient ainsi la sauveuse d'une situation dont elle est responsable. Elle participe à mon isolement tout en prétendant lutter contre. Je ne sais pas tout ce qu'elle a pu raconter sur moi dans mon dos pendant des années pour se faire plaindre et faire que des gens s'éloignent de moi. Mais ce que je sais, c'est ce que les deux personnalités toxiques que j'ai connues me racontaient sur les autres. Quand vous avez quelqu'un qui dit du mal dans le dos des autres, on n'a pas, je pense, on n'a pas forcément le réflexe de se dire que si ça se trouve, cette personne fait pareil pour vous. On devrait. J'ai entendu beaucoup de choses méchantes et invérifiables sur plein de gens qui étaient censés être les amis de ces personnalités toxiques. Casser du sucre sur le dos des gens, ok, on le fait tous plus ou moins, mais chez la personnalité toxique, c'est un tout autre niveau, c'est gratuit, méchant et systématique. Et ça se fait avec un côté assumé qui, avec le recul, laisse pantois et me fait me demander pourquoi je ne me suis pas méfié à ce moment-là. Je me souviens par exemple, comme ma seconde ex-toxique se vantait d'accepter la compagnie d'un certain youtubeur qu'elle me disait chiant et lourd, dont elle se moquait bien, mais qu'elle acceptait malgré cela, car il pouvait lui rendre service. Il y a, ok, de l'hypocrisie dans toutes les relations sociales, mais chez certaines plus que d'autres. On va en venir à la conclusion, même si j'aurais d'autres choses à dire, mais je ne sais pas trop comment les présenter. Donc, entre parenthèses, j'ai remarqué aussi que la personnalité toxique n'a que des problèmes sans solution. C'est-à-dire qu'elle se plaint de beaucoup de problèmes, notamment d'être une victime ou de souffrir, mais il n'y a rien à faire. C'est juste se plaindre pour se plaindre, sans jamais chercher à régler le problème, car évidemment, ça empêcherait de continuer à se plaindre. Bref, si on met de côté les calomnies publiques et leurs lourdes conséquences sur ma santé et mon travail, si on reste dans le domaine privé, je pense qu'il y a pire. Certaines anecdotes que je vous présente sont très courantes, voire banales, car le produit de notre système hétéronormatif. C'est souvent sans gravité, au pire c'est juste très chiant, du moins quand ça ne s'accumule pas. Je n'ai pas été battu, je suis assez solide pour que ma confiance en moi n'ait pas été détruite, j'ai assez de recul et d'introspection pour me rendre compte de ce qu'il s'est réellement passé, ce qui est la première étape pour se reconstruire. Mais j'ai des séquelles. Déjà, suite à ma première expérience, je ne peux plus supporter les conspis et autres croyances New Age. Bon, ça encore, ça va, c'est pas bien grave. Mais surtout, je me méfie des gens qui me rendent service, et des femmes amoureuses ou qui prétendent l'être, chose que j'associe désormais à des méthodes de manipulation, à une menace potentielle. Actuellement, j'ignore si je pourrais faire la différence entre de l'amour sain et de la dépendance affective, à moins évidemment que ça soit trop tard. La première expérience toxique ne m'a pas immunisé à la seconde, c'est pourquoi j'ai peur de ne rien voir s'il en arrive une troisième. J'ai d'ailleurs reçu des messages de femmes, notamment, qui ont pu vivre ce que j'ai vécu, que ce soit d'un compagnon ou d'une compagne, d'un parent, d'un ami, et qui s'inquiètent des conséquences sur ma santé mentale et sur mes prochaines relations sociales. Pour l'instant, je ne suis pas engagé dans des soins, mais j'ai pu en parler à 2 psychothérapeutes, dont l'une spécialisée dans les agressions sexuelles, qui ont pu me dire des choses rassurantes. J'en ai aussi parlé à des femmes que j'ai connues qui également ont pu me dire qu'elles ne me voient pas comme un pervers manipulateur sociopathe, bien au contraire. Je sais qui je suis, je connais mes défauts, mes limites et mes qualités, la bêtise et la méchanceté, le mouvement de foule. Je ne dirais pas que ça ne m'atteint pas, car je suis un être humain, un animal social qui ne peut pas faire semblant que les autres et ce qu'ils pensent n'ont aucune importance à mes yeux, mais j'essaie de faire la part des choses. J'espère que mon témoignage pourra, d'une part, aider des gens à se sentir moins seuls dans leur expérience, mais aussi rappeler que les relations toxiques, ça n'arrive pas qu'aux autres, et ce n'est pas forcément flagrant. Ce n'est pas un truc d'idiot, de pauvre ou de fragile. Pour faire un parallèle avec le complotisme, on sait qu'on peut être intelligent, cultivé, psychologiquement solide, et tout de même s'enliser petit à petit dans un délire conspirationniste. Soit parce qu'on a l'impression d'y trouver un intérêt, alors que ce n'est pas le cas, soit parce que ce discours aura profité des failles que nous avons, et nous en avons tous. Pour la personnalité toxique, c'est un peu le même principe. Elle va trouver vos failles, s'en nourrir et vous vampiriser.